Silence brutal au-dessus du Burkina Faso. Un MQ-9 Reaper armé d'un Hellfire R9X s'aligne sur une cible humaine et cette cible s'appelle Ibrahim Traoré. À la dernière seconde, la trajectoire change, la vie est épargnée, mais 3 civils meurent et l'épisode cesse d'être un simple incident. Alors la question se plante dans l'air. Accident technique ou avertissement adressé à ceux qui défient une influence extérieure? Cette histoire ne se résume pas à une frappe ratée. Elle ouvre une faille sur la manière dont se joue la souveraineté dans le Sahel et sur ce que signifie survivre à une tentative d'élimination politique. L'enjeu, en 10 mots, est simple: comprendre qui parle quand un missile tombe. Derrière la scène aérienne du 20 octobre 2023, chaque détail devient une pièce de dossier. Le type de drone, la munition, la cible présumée, puis l'effet collatéral qui transforme l'opération en choc national. Le Burkina Faso apparaît alors comme un laboratoire de tensions. Sécurité intérieure fragile, rivalités internationales et bataille de narration immédiate. Ibrahim Traoré, en choisissant la transparence plutôt que l'escalade, déplace le centre de gravité du récit. Il ne s'agit plus seulement de survivre, mais de rendre la preuve visible. La suite dépend d'une seule chose: qui contrôle la version officielle quand les fragments parlent déjà? Le 20 octobre 2023, tout bascule en quelques secondes. À peine le temps de comprendre, et pourtant 3 civils meurent, tandis qu'Ibrahim Traoré échappe à la frappe. Le récit commence au-dessus du Burkina Faso, dans un ciel où l'on ne regarde pas toujours. Un drone MQ-9 Reaper est décrit comme prêt à frapper, associé à un missile Hellfire R9X, une munition conçue pour viser une personne avec une précision extrême. L'idée même de cette arme, qui privilégie l'impact et des lames plutôt qu'une explosion, change la nature du soupçon. On ne parle plus d'un tir aveugle, mais d'une intention. Et c'est là que la question devient politique. Pourquoi viser un dirigeant, et pourquoi ici, dans un pays qui n'a pas déclaré la guerre? À ce moment-là, un détail renverse l'issue. Un système radar chinois, récemment installé selon la source, détecte l'engin et permet de modifier la trajectoire du convoi présidentiel. Le centre de gravité se déplace alors brutalement. La cible échappe, mais le missile frappe un camion civil transportant des réservoirs d'eau, tuant 3 innocents sur le coup. L'attaque devient une tragédie nationale, puis un signal régional. Très vite, 2 versions s'affrontent. D'un côté, une explication minimisante: dysfonctionnement technique, déviation accidentelle, événement isolé. De l'autre, une lecture inverse: opération planifiée appuyée par des données de renseignement de qualité militaire avec un objectif clair. La source ajoute des éléments de mise en scène stratégique: fragments retrouvés, marquages, codes de série, données radar partagées, images rendues publiques. Chaque pièce, présentée comme preuve, ne sert pas seulement à prouver un tir, mais à montrer une logique. C'est ici que l'enjeu dépasse l'incident. En rendant visibles les indices, Ibrahim Traoré transforme une tentative d'assassinat en dossier de souveraineté. La question n'est plus seulement qui a tiré, mais qui peut tirer sans répondre. Dans l'immédiat, l'événement ne se mesure pas seulement en altitude et en trajectoire, mais en réactions humaines. Une frappe qui manque sa cible et touche un camion civil transforme une route ordinaire en scène de deuil, puis en symbole. Les famines des 3 victimes deviennent, malgré elles, le premier visage d'une crise qui dépasse leur histoire. Le pays passe de la stupeur à une forme de cohésion défensive. L'idée qu'un ciel neutre puisse être traversé par une opération létale installe une inquiétude durable, même chez ceux qui ne suivent pas la politique au quotidien. Dans les rues de Ouagadougou, la source décrit un basculement rapide. Discussions en boucle, rumeurs de nouvelles frappes,
et une demande simple, presque immédiate de vérité. Un micro-cas revient souvent dans ce type de séquence. Un commerçant qui apprend la mort de civils et ferme plus tôt, non par peur d'un combat au sol, mais par peur d'une menace invisible. Un autre micro-cas s'impose. Un jeune soldat affecté à un poste de contrôle n'explique plus son rôle comme sécuriser une route, mais comme protéger un pays dont l'espace aérien semble contesté. Deux scènes courtes, mais elles révèlent une chose: la violence technologique modifie la manière dont une société se raconte sa propre vulnérabilité. C'est dans ce contexte que la figure d'Ibrahim Traoré devient un point de fixation. Non parce qu'il est uniquement une cible, mais parce que sa réponse annoncée, calme, ferme, fondée sur la publication de preuves, réorganise l'attention collective. À ce moment-là, l'attaque cesse d'être un fait militaire. Elle devient une bataille de récit, où la transparence est utilisée comme contre-attaque politique. Quand la preuve circule, la peur change de camp. Avant l'attaque, la tension existait déjà. Après l'attaque, elle change de nature. Elle devient visible, nommée et impossible à refermer par une simple explication technique. Le 20 octobre 2023 s'inscrit d'abord comme une scène courte, presque irréelle. Un ciel, un appareil, une trajectoire, puis un basculement. La source affirme qu'un drone MQ-9 Reaper associé à un missile Hellfire R-9X se prépare à frapper une cible précise, Ibrahim Traoré. À quelques secondes du point de non-retour, une correction intervient. Le convoi change, la frappe dévie. La vie du président est sauvée. Mais le missile trouve autre chose, un camion civil. 3 morts. Et dès cet instant, la chronologie devient une mécanique implacable parce que chaque minute suivante est un acte politique. Dans les premières heures, une question s'impose et se répète partout. Est-ce un accident ou un message? L'angle n'est pas seulement moral, il est stratégique. Le type de munition décrit, une arme conçue pour des assassinats dits chirurgicaux, rend l'hypothèse de l'erreur plus difficile à absorber. Une frappe qui ne cherche pas l'explosion, mais la précision, ne ressemble pas à une simple dérive. Et c'est là que la dissonance commence. Une opération présentée comme isolée, mais qui, par sa forme même, évoque une intention. Puis, le récit s'accélère autour d'une séquence de preuves. Débris récupérés, marquages visibles, fragments présentés au public, données radar montrées comme un fil conducteur. L'objectif n'est pas seulement de convaincre l'opinion interne, mais de forcer l'extérieur à regarder. Ibrahim Traoré apparaît devant les caméras le lendemain avec une posture décrite comme calme et ferme. Il ne promet pas la vengeance immédiate, il promet la vérité. Ce choix, dans un contexte de peur et de colère, est un geste de rupture. Il déplace la scène du champ de bataille vers le tribunal du récit. Il tente de transformer un acte de violence en dossier. Dans la même temporalité, les réactions se démultiplient. À l'intérieur, un réflexe de solidarité. Le pays passe de la stupeur à une cohésion défensive. À l'extérieur, un réflexe d'atténuation. Certains discours minimisent, évoquent un dysfonctionnement ou une déviation non intentionnelle. Le contraste est brutal. Plus la version technique s'impose, plus la version ciblée se durcit, parce que les preuves, une fois publiées, créent un point de non-retour. Ensuite viennent les répercussions, qui élargissent le choc. Manifestations, messages de soutien, discussions sur la souveraineté et un écho dans d'autres pays du Sahel. Le cas du Burkina Faso cesse d'être local, il devient un exemple. On ne parle plus seulement d'une tentative d'assassinat raté, mais d'un test de réalité. Un dirigeant africain peut-il être visé, puis la question peut-elle être neutralisée par le silence? À ce stade, l'événement n'est plus un instant, c'est une ligne de fracture. La trajectoire du missile n'a pas seulement changé dans le ciel, elle a changé la trajectoire politique du pays.
et Ibrahim Traoré en choisissant la publication plutôt que l'escalade et transforme l'attaque en une épreuve de légitimité pour tous les acteurs qui s'expriment. Avant le 20 octobre 2023, l'hypothèse d'une frappe ciblée restait abstraite. Après, elle devient un dossier chiffré. Le premier repère, c'est la date. La date, le 20 octobre 2023, n'est pas un simple marqueur de calendrier, c'est le point où une narration bascule de la rumeur vers l'archive parce que la source affirme qu'une tentative d'élimination vise explicitement Ibrahim Traoré. Autrement dit, cette date transforme un soupçon diffus en événement documentable. Dans la logique décrite, le temps compte autant que l'arme. L'opération, présentée comme brève et précise, repose sur une séquence où quelques secondes suffisent à produire un effet politique durable. À partir de là, chaque pièce évoquée, image, fragment et donnée radar est censée répondre à une question simple. Est-ce un accident ou une intention organisée? Le deuxième repère, c'est l'altitude. L'altitude. La source avance que le drone MQ-9 Reaper pénètre l'espace aérien à 12 000 pieds. Ce chiffre sert à installer un décor technique, presque clinique, pour montrer que l'appareil se comporte comme un engin de mission et non comme une présence fortuite. En clair, l'altitude situe une opération maîtrisée, pas une dérive improvisée. Dans le récit, ce détail n'est pas neutre. Il alimente l'idée d'un vol contrôlé, d'une trajectoire pensée, d'une logique de surveillance puis de frappe. La source ajoute que la vitesse et le comportement seraient atypiques pour un simple drone non engagé et que les signatures radar correspondraient à des profils connus dans d'autres théâtres. Ici, que le chiffre fonctionne comme un verrou narratif. Il soutient l'idée que la scène n'est pas accidentelle puisqu'elle suit des paramètres cohérents avec une opération militaire. Le troisième repère, ce sont les morts. Les morts. La source insiste. 3 civils meurent lorsque le missile frappe un camion en lieu et place de la cible. Ce nombre devient le noyau émotionnel et politique de la preuve, parce qu'il empêche la scène d'être réduite à une tentative ratée sans conséquence. Autrement dit, 3 morts déplacent l'affaire du secret vers l'indignation publique. Le chiffre ancre une responsabilité. Il établit que l'échec tactique produit une réussite tragique, l'impact sur la société. Et il rend plus difficile toute narration qui voudrait refermer l'incident par une simple mention de dysfonctionnement. Autour de ces 3 repères, la source construit une chaîne de validation. D'abord, les débris, fragments, marquages, codes de série présentés comme traçables. Ensuite, la donnée, images radar, puis images satellites évoquées comme confirmant une orchestration plus large. Enfin, la mise en circulation, rendre publique pour empêcher l'oubli. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas seulement décrit comme la cible présumée, mais comme l'acteur qui déplace l'attaque vers une arène de légitimité. Publié plutôt que répliqué. La quantification, même limitée, devient une stratégie. Les nombres ne disent pas tout, mais ils fixent un seuil, une date qui engage, une altitude qui suggère le contrôle, et des morts qui imposent une conséquence. Au final, la preuve ne tient pas à une avalanche de statistiques, mais à 3 marqueurs utilisés comme levier, situer, qualifier, et rendre impossible le silence. Pour comprendre la portée de l'épisode, il faut accepter l'argument inverse, celui qui cherche à dissoudre l'intention dans la technique. Premier raisonnement, les drones MQ-9 Reaper sont utilisés dans des environnements complexes et des incidents de trajectoire peuvent survenir, surtout lorsque la situation au sol change vite. Dans cette lecture, l'attaque serait un acte de surveillance qui a mal tourné, un dysfonctionnement ou une erreur de ciblage et non une décision politique. Les défenseurs de cette position ajoutent une idée.
Si l'objectif avait réellement été d'éliminer Ibrahim Traoré, une opération aussi sensible aurait minimisé tout risque d'atteinte à des civils, justement pour éviter l'effet boomerang diplomatique. La mort de 3 innocents deviendrait alors, paradoxalement, dit un argument en faveur de l'accident. Une opération propre n'aurait pas accepté un tel coup. Deuxième raisonnement, l'Occident peut invoquer la lutte contre le terrorisme et la stabilité régionale, en rappelant que des frappes et des missions de drones sont fréquentes dans des zones de conflit. Dans cette perspective, la présence d'un drone dans la région ne constituerait pas une preuve d'hostilité ciblée, mais l'expression d'un dispositif sécuritaire plus vaste. La tentative d'assassinat serait une interprétation, pas une certitude, et la controverse relèverait d'une bataille de récits. Ces deux arguments méritent d'être posés parce qu'ils expliquent pourquoi certains discours cherchent à réduire l'incident à un événement isolé. Mais la source fournit un contrepoids précis. Elle insiste d'abord sur le type de munition évoqué, un Hellfire R9X présenté comme conçu pour des assassinats dits chirurgicaux, avec une logique de précision individuelle plutôt que de destruction de zones. Ensuite, elle souligne l'accumulation d'indices matériels et de données, débris, marquages, codes de série, données radar, images partagées, consensus d'experts cités comme allant dans le sens d'une frappe planifiée. Enfin, elle rappelle le cœur du problème. Un pays qui n'a pas déclaré la guerre se retrouve sous une frappe décrite comme ciblée et la conséquence tangible, 3 civils morts, empêche de réduire l'affaire à une simple erreur sans coup. Dans ce cadre, la stratégie de transparence revendiquée par Ibrahim Traoré devient un élément central. Rendre public pour obliger au débat et rendre le silence plus coûteux que la reconnaissance. La question n'est donc pas seulement technique, elle devient politique. Qui a le droit d'opérer et qui a le droit d'exiger des comptes? À partir du moment où la preuve circule, tout change. Le basculement ne vient pas d'un nouveau tir, il vient d'un choix, transformer une attaque en dossier public. Selon la source, Ibrahim Traoré ne répond pas par une escalade immédiate, il répond par la publication. Fragments du missile, images des débris, données radar. L'objectif n'est pas seulement de convaincre l'opinion nationale, mais de forcer un regard extérieur, là où le silence aurait pu refermer l'affaire. Ce geste modifie l'équilibre. Tant que l'événement reste un incident, il peut être absorbé par des explications techniques, des formulations prudentes ou des enquêtes sans fin. Mais quand les pièces deviennent design visibles, la controverse cesse d'être abstraite. Elle se matérialise, elle se partage, elle se dispute. La source décrit un effet immédiat. Les médias internationaux sont contraints de couvrir l'épisode et les organisations internationales sont poussées à s'en saisir, même tardivement. Le changement de cadence est là. L'attaque n'est plus seulement une menace, c'est une question de légitimité. Et dans ce pivot, la figure d'Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement la cible présumée. Il devient l'acteur qui impose une scène de débat en exposant ce que l'on voulait garder opaque. Pour l'État, l'effet est immédiat. Une tentative d'élimination devient une épreuve de souveraineté. Les autorités doivent gérer deux fronts à la fois, la sécurité et la narration. D'un côté, la source évoque des mesures visant à moderniser la défense, renforcement des radars, montée en capacité et création de réseaux d'information sécurisés avec des partenaires africains. De l'autre, une pression diplomatique s'installe parce qu'une frappe présentée comme ciblée pose une question de droit et de responsabilité. Même si des enquêtes sont annoncées, leur temporalité lente nourrit la défiance. Quand l'attaque est rapide, l'explication tardive ressemble à un refus de répondre.
Pour l'appareil d'État, l'enjeu devient alors de prouver qu'il peut protéger, mais aussi qu'il peut exiger des comptes sans basculer dans la surenchère. Pour les entreprises, l'impact était moins spectaculaire mais plus corrosif. Dans un pays sous tension, la perception du risque change en une nuit. Route, logistique, assurance, visibilité médiatique. Une attaque aérienne qui frappe un camion civil introduit une incertitude nouvelle. Le danger ne vient plus seulement du sol, il peut venir du ciel et il est imprévisible. Les acteurs économiques réagissent souvent par prudence. Ralentissement des déplacements, hausse des coûts indirects, gel de décisions. Même sans chiffre précis, la mécanique est connue. Quand la sécurité perçue se dégrade, l'investissement hésite et la planification se raccourcit. L'incident devient un facteur de friction permanent parce qu'il s'ajoute à une situation déjà fragile. Pour les citoyens, le choc est à la fois intime et collectif. 3 morts civiles, décrits comme innocents, suffisent à convertir la politique en deuil. La douleur individuelle se transforme en colère publique, surtout lorsque la cible présumée est un chef d'État. La source décrit un passage rapide de la stupeur à la solidarité. Message de soutien, mobilisation et sentiment que la nation a été atteinte dans sa dignité. Dans ce climat, l'apparition d'Ibrahim Traoré devant les caméras prend une valeur particulière. Sa posture, calme et ferme, agit comme un repère psychologique. La société attend une réaction et il propose une réponse qui n'est pas la vengeance mais la vérité. Cela peut apaiser une partie des émotions, mais cela augmente aussi l'exigence. Si l'on promet la transparence, il faut la tenir et il faut en assumer les conséquences. Pour la région, enfin, l'épisode fonctionne comme un signal. Le Sahel est décrit comme un espace où les alliances se déplacent vite et où l'idée même de souveraineté est contestée. La source affirme que les réactions dépassent le Burkina Faso. Soutien de certains gouvernements, manifestations, débats sur l'ingérence et émergence d'un discours plus panafricain. Dans cette dynamique, l'affaire devient un précédent. Si une tentative d'assassinat ciblé est possible, alors chaque dirigeant qui s'écarte de l'alignement traditionnel peut se sentir exposé. Et si la réponse se fait par la preuve, alors d'autres États peuvent être tentés de suivre la même méthode. Publier, documenter, politiser. La conséquence la plus durable n'est peut-être pas la frappe elle-même, mais l'idée que la vérité, quand elle est rendue publique, devient une arme de souveraineté. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires peuvent se dessiner sans qu'aucune ne puisse être annoncée comme certaine. La source suggère surtout un point commun. L'incident du 20 octobre 2023 a introduit un précédent et un précédent agit longtemps après le choc initial. Dans un premier cas, la consolidation se ferait sous pression. Le Burkina Faso poursuivrait un renforcement progressif de sa sécurité avec une attention particulière aux radars, aux capacités d'alerte et aux réseaux d'information. La controverse internationale demeurerait mais se diluerait dans des procédures, enquêtes annoncées, déclarations prudentes et absence de reconnaissance explicite. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré capitaliserait sur la solidarité interne et régionale tout en évitant l'escalade directe. Le coût principal deviendrait alors l'incertitude. Le pays apprendrait à vivre avec l'idée qu'une menace invisible peut ressurgir, et il s'organiserait pour réduire cette vulnérabilité sans rompre tous ses canaux diplomatiques. Dans un second cas, plus optimiste, une dynamique de souveraineté pourrait s'accélérer. L'affaire servirait de catalyseur à une coopération plus structurée entre États africains, notamment sur la sécurité et l'autonomie technologique. La source évoque l'idée d'un réseau panafricain de défense et de communication. Ici, il prendrait forme par étapes, avec des accords, des échanges d'expertise et une harmonisation des capacités d'alerte. Sur le plan narratif, la publication des preuves ouvrirait un débat plus large
sur l'ingérence et sur les règles de l'action militaire extérieure. Même si les institutions internationales restent prudentes, la pression politique augmenterait et l'épisode deviendrait un cas emblématique, cité comme un seuil. À partir de là, une frappe ne peut plus être présentée comme invisible. Le gain le plus important serait alors l'apprentissage collectif. Documenter, partager et construire des réponses régionales au lieu d'une solitude stratégique. Dans un troisième cas, plus sombre, l'affaire pourrait être étouffée par sanctions et déstabilisation. La controverse se retournerait contre le Burkina Faso. Les pressions diplomatiques et économiques s'intensifieraient et la polarisation interne s'accroîtrait. Certains acteurs extérieurs privilégieraient une stratégie indirecte, isolement, réduction des marges financières et encouragement de tensions politiques. Dans ce cas, l'affaire finirait par être oubliée au niveau international, non parce qu'elle est résolue, mais parce qu'elle est noyée dans d'autres crises. La transparence, au lieu de protéger, deviendrait un motif de confrontation prolongée et le pays se retrouverait piégé entre le besoin de fermeté et le risque d'asphyxie. Une recommandation de méthode ressort de ces scénarios: raisonner en conditions plutôt qu'en certitude. Si la preuve peut être diffusée et validée, alors le coût du silence augmente. Si les alliances régionales se structurent, alors la vulnérabilité diminue. Si l'isolement s'aggrave, alors chaque décision devient plus risquée. La vraie question, au fond, n'est pas seulement ce qui arrivera, mais ce que l'on rendra possible par la manière de répondre. Pour le spectateur, cette affaire n'est pas seulement un dossier lointain, elle touche à une question universelle. Que vaut la souveraineté quand elle doit se défendre contre une force invisible? La source insiste sur une chose simple: l'attaque ne vise pas uniquement une personne, elle vise un principe. Et ce principe, partout, détermine la manière dont une société accepte ou refuse d'être gouvernée de l'extérieur. Même si l'on n'a jamais mis les pieds au Burkina Faso, l'idée qu'un ciel puisse devenir un espace de frappe ciblée réveille une inquiétude moderne. La distance ne protège plus, et la technologie peut rendre la violence silencieuse. Il y a aussi un deuxième niveau, plus intime, la question de la réaction. La source décrit Ibrahim Traoré choisissant la transparence plutôt que la vengeance. Ce choix, qu'on l'approuve ou qu'on le critique, met le spectateur devant un dilemme moral. Faut-il répondre au choc par la force ou par la preuve? Et surtout, qu'est-ce qui protège le mieux une population? Une riposte immédiate ou une stratégie de documentation qui oblige le monde à regarder? Cette tension traverse toutes les sociétés confrontées à des crises parce qu'elle oppose l'instinct et la méthode. Enfin, il y a un espace d'action, même modeste. La source met en avant le rôle des médias, des communications et de la circulation des preuves. Pour un spectateur, cela peut se traduire par deux gestes simples. D'abord, apprendre à distinguer une affirmation d'une preuve et exiger la traçabilité d'un récit. Ensuite, refuser l'indifférence comme réflexe, comprendre que le silence international n'est pas une absence d'événements, mais parfois une stratégie de dilution. À partir de là, le spectateur n'est plus seulement consommateur d'informations, il devient un acteur de vigilance. Et en demandant des comptes, en discutant sans hystérie et en gardant la mémoire de ce qui s'est passé. Pour qu'une crise de ce type ne se dissolve ni dans la peur ni dans la propagande, la source esquisse une logique de feuille de route, répondre par des capacités, des preuves et une coordination. L'objectif n'est pas d'annoncer une victoire, mais de réduire la vulnérabilité et d'augmenter le coût politique de toute action opaque. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré est présenté comme cherchant moins l'escalade que l'architecture d'une défense souveraine à l'échelle nationale puis régionale. D'abord, il s'agirait de sécuriser l'alerte aérienne dès les prochaines semaines.
Les autorités burkinabées renforceraient la couverture radar et les procédures d'alerte afin d'améliorer la capacité de détection et de notification et de rendre traçables les intrusions. Ensuite, il faudrait transformer les indices en dossiers vérifiables dans les mois qui suivent. Des équipes techniques locales, appuyées par des experts indépendants consultés, documenteraient fragments, marquages, codes et données radar en veillant à la cohérence des pièces, à l'existence d'une chaîne de conservation et à la qualité des analyses rendues publiques. Puis, un mécanisme panafricain de partage pourrait être construit sur 3 à 6 mois. Des États partenaires du Sahel et au-delà coordonneraient des réseaux d'information sécurisés en élargissant par paliers avec des liaisons actives, une fréquence d'échange régulière et un temps de réaction commun. À plus long terme, l'autonomie technologique et médiatique serait renforcée sur 6 à 12 mois. Cela passerait par des investissements dans les infrastructures, par une communication souveraine et par une formation journalistique indépendante, afin de produire un récit fondé sur preuves, sans dépendance externe. Enfin, le débat diplomatique resterait encadré en continu. Les autorités nationales porteraient la question dans les enceintes internationales, sans abandonner la ligne de transparence, en s'appuyant sur l'existence d'enquêtes, sur les réponses officielles et sur la reconnaissance progressive des faits discutés. L'idée centrale est simple: rendre l'opacité coûteuse et la souveraineté mesurable, afin que la prochaine crise ne soit pas seulement un choc, mais un test que le pays est prêt à passer. Il reste une image plus tenace que les débats. Un camion civil arrêté sur une route, frappé à la place d'une cible, et 3 vies perdues en quelques secondes. C'est ce détail, presque banal dans sa forme, qui donne au récit sa gravité, parce qu'il rappelle que la souveraineté n'est pas une abstraction, mais une frontière fragile entre la vie ordinaire et l'irruption de la violence. Dans la version racontée, Ibrahim Traoré ne se contente pas d'avoir survécu. Il choisit de transformer le choc en preuve et la preuve en mémoire collective. C'est là que le motif revient comme un fil qui relie tout. Quand la peur cherche à imposer le silence, la transparence devient une réponse, non pas héroïque, mais stratégique. L'attaque devait produire une intimidation. Elle produit un débat. Elle devait enfermer un pays dans la stupeur. Elle le pousse à se regarder comme un acteur, pas comme une victime. Et si l'histoire tient encore, c'est parce qu'elle pose une question qui dépasse le Burkina Faso. Qui décide de ce qui peut être effacé et qui décide de ce qui doit rester visible? La vérité, elle, ne recule pas. Si cette histoire retient l'attention, ce n'est pas seulement pour sa dimension militaire, mais pour ce qu'elle révèle sur la manière dont le pouvoir se déplace aujourd'hui, par la technologie, par le silence, puis par la bataille de la preuve. Le Burkina Faso apparaît comme un point de cristallisation et l'affaire autour d'Ibrahim Traoré devient un miroir. Que fait un pays quand il estime que sa souveraineté a été testée et que le monde répond trop lentement? Pour suivre la suite sans tomber dans la polarisation, une règle simple peut guider: chercher la chaîne des faits, distinguer l'affirmation de la démonstration, et observer qui accepte le débat quand les pièces sont rendues publiques. C'est aussi une manière de résister à l'oubli, parce que l'oubli, dans ce type de crise, est souvent la victoire la plus silencieuse. Alors, au-delà des positions, une question mérite d'être posée. Dans un monde où l'invisible frappe vite, qu'est-ce qui protège le mieux, la force ou la transparence?